Cela faisait 8 ans qu'il vivait seul, ne parlant qu'à ses chevaux et au vent. Chaque jour passé derrière la clôture de sa propriété n'avait été qu'une répétition du précédent. Mais cette nuit-là, sous un orage d'une violence rare, tout bascula pour Everett l'Anglais. 10 femmes apaches apparurent à sa portail, trempées jusqu'aux os, suppliant un abri. Et Everett dut alors faire le choix le plus difficile de sa vie, car les hommes qui les traquaient étaient déjà suffisamment proches pour sentir la fumée s'échapper de sa cheminée. La pluie martelait les volets de bois comme des balles, chaque goutte rappelant pourquoi les gens raisonnables préféraient rester bien à l'abri quand la nature se déchaînait. Assis près de la cheminée, Everett raccommodait une bride de cuir usé quand des coups résonnèrent contre sa porte. Pas le tapotement poli d'un voisin, non, c'était désespéré, urgent, le son de gens qui n'avaient plus d'autre refuge. Il se figea, le cuir toujours entre ses doigts. Personne ne venait jamais chez lui. Pas depuis qu'il avait fait comprendre que le monde derrière sa barrière ne l'intéressait plus. Mais les coups revinrent, plus insistants, accompagnés de voix qu'il reconnut aussitôt. Des mots en apache. Et son sang se glaça. La dernière fois qu'il avait entendu cette langue, sa femme et sa fille respiraient encore. La dernière fois que des étrangers avaient frappé à sa porte en pleine nuit. Il avait tout enterré le lendemain matin, tout ce qui comptait. Sa main glissa instinctivement vers la carabine accrochée au-dessus de la cheminée. Un geste automatique forgé par des années où il dormait d'un œil. Mais quelque chose le retint, peut-être le ton de ses voix. Pas des cris de guerre ni des menaces, mais quelque chose d'autre. Des supplications presque brisées. Ou peut-être la façon dont le vent portait leurs paroles désespérées. Et il se rappela, des guerriers n'annoncent pas leur venue en frappant. Il approche de la lourde porte de chêne. Chacun de ses pas, lent et calculé. À travers le bois, il les entendait plus distinctement désormais. Des voix de femmes si basses, précipitées. Puis, l'une d'elles, dans un anglais marqué d'un accent âpre, prononça des mots qui le firent déglutir. « Nous savons que vous êtes là, nous avons besoin d'un toit pour cette nuit. Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et racontez-nous votre ressenti dans les commentaires ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Et maintenant, reprenons le fil de cette incroyable histoire. » Everett posa sa paume contre la porte, sentant la vibration des voix à travers le bois. 8 ans de solitude lui avaient appris à écouter ses instincts. Et là, chaque fibre de son être lui hurlait que le danger n'était pas ses femmes, mais ce qui les avait poussés à venir ici, au beau milieu d'un orage mortel. Il pensa à Eleanor, sa femme, qui le réprimandait souvent pour sa méfiance. Elle disait toujours que la gentillesse était ce qui séparait les hommes des bêtes. Mais Eleanor était morte, et la gentillesse était morte avec elle. La voix revint, plus proche encore, comme si la femme avait collé son visage contre le bois. « Ils arrivent. Si vous ne nous aidez pas, nous mourrons dehors. Et quand ils trouveront nos corps à votre portail, vous mourrez aussi. » La main d'Everett resta suspendue sur la barre de fer qui verrouillait sa porte. En 8 ans, il ne l'avait jamais retirée pour personne. Mais quelque chose dans cette voix, une certitude froide, lui fit comprendre que cette nuit, tout allait changer. Parce que quelque part dans l'obscurité, des cavaliers approchaient. Et dès qu'ils seraient là, il ne pourrait plus jamais revenir à la vie qu'il avait bâtie dans l'ombre. La barre semblait peser des tonnes. Quand il la souleva enfin de ses supports, 8 ans de rouille et de peur se révoltèrent contre lui. Mais la détresse de cette femme avait tranché ses défenses comme une lame dans du papier. La porte grinça en s'ouvrant, et la vision qu'il découvrit le hanterait à jamais. 10 femmes apaches se tenaient blotties sur son porche, leurs robes traditionnelles déchirées, maculées de boue, certaines portant des plaies qui teintaient le tissu de taches sombres sous la pluie. La plus jeune, pas plus de 16 ans, serrait contre elle un paquet qui remuait légèrement. Un bébé, respirant à peine dans le froid. La plus âgée avait des mèches argentées dans ses longs cheveux noirs et des yeux qui avaient vu trop de morts. Mais c'est la femme qui avait parlé qui attira son regard. Elle se tenait légèrement à l'écart des autres, le menton haut malgré l'épuisement gravé dans ses traits. Du sang coulait d'une entaille au-dessus de son œil gauche et sa robe était arrachée à l'épaule, mais elle soutint son regard sans faillir. « Je m'appelle Naëla, dit-elle dans un anglais soigné mais ferme. Voici mes sœurs, mes filles, mon peuple. Nous courons depuis 3 jours. » Everett ouvrit la bouche, mais la referma. Des questions se bousculaient. D'où venaient-elles? Pourquoi seules? Quels hommes pouvaient poursuivre des femmes dans cette tempête? Mais la pâleur des lèvres du bébé lui cloua les mots dans la gorge. Certaines choses comptaient plus que les réponses. « Entrez » entendit-il sa propre voix dire.
Tandis qu'ils reculaient, elles se faufilèrent à l'intérieur comme des ombres, trouvant la chaleur de son salon. Everett avait oublié à quel point sa maison semblait petite avec d'autres âmes dedans. Pendant 8 ans, elle avait été sa forteresse, son refuge contre un monde qui lui avait tout pris. Maintenant, elle se rétrécissait autour de ces femmes qui portaient avec elles l'odeur de la pluie, de la peur et d'autres choses, ce parfum métallique, le sang, pas seulement le leur. Naëla fut la dernière à franchir le seuil, et en passant, elle murmura, presque imperceptible. « Les soldats qui nous traquent ne sont pas loin, peut-être 1 heure, peut-être moins, ils ne s'arrêteront que lorsque nous serons toutes mortes. » Everett referma la porte derrière elle et remit la barre en place, en sachant déjà qu'elle ne servirait plus à rien. Son sanctuaire avait été brisé, non par la force, mais par son propre choix. Et il y aurait des conséquences, il y en avait toujours. « Pourquoi ?» demanda-t-il en se tournant vers Naëla. « Pourquoi il vous chasse ?» Ses yeux sombres croisèrent les siens, et il y vit une douleur familière, celle de quelqu'un qui avait tout perdu et qui en était ressorti vivant. « Parce que nous avons fui, au lieu de mourir en silence. Parce que nous avons choisi de vivre quand ils nous voulaient mortes. Parce que certaines ont riposté, quand ils ont brûlé notre village et tué nos hommes. » Le bébé poussa un gémissement faible, et la mâchoire de Naëla se contracta. Et parce qu'un de leurs officiers ne pourrait pas pleurer son crime, si nous restons vivantes pour témoigner de ce qu'il a fait à ma plus jeune sœur. Everett sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac. Il avait déjà connu des hommes comme ça, des hommes en uniforme qui avaient oublié ce que voulait dire honneur, des hommes qui prenaient ce qu'ils voulaient et tuaient pour que personne n'en parle. « Combien arrivent ?» demanda-t-il. « 8, peut-être 10. Mené par un capitaine nommé Matthews. Il chasse nos villages depuis des mois, prétextant que nous sommes hostiles. Mais son véritable ennemi, c'est la vérité. » Everett jeta un œil à la fenêtre, à travers une fente dans les volets, scrutant l'obscurité battue par le vent. Rien ne bougeait, mais cela ne voulait rien dire. Ces hommes savaient se faire invisibles, surtout quand ils pensaient leur proie piégée. Il revint vers les femmes, regroupées près de l'âtre. Certaines pansaient des plaies, d'autres réconfortaient la plus jeune. Elles avaient l'air de survivantes, pas de guerrières. Mais Everett savait depuis longtemps que survivre oblige parfois à devenir ce qu'on n'avait jamais voulu être. « Il y a une cave sous la cuisine, dit-il à Naëla. Mur en pierre, entrée dissimulée, ça vous protégera, mais ce sera étroit. » Elle secoua la tête lentement. « S'ils fouillent et nous trouvent, vous mourrez avec nous. S'ils trouvent une maison vide avec des traces, ils penseront que vous ne saviez rien. Nous ne vous ferons pas ennemis de l'armée des États-Unis. » Everett faillit rire. « 8 ans trop tard pour ce genre de conversation, madame. Je suis devenu leur ennemi le jour où j'ai survécu à ce qu'ils ont fait à ma famille. » Un éclat inattendu passa dans les yeux de Naëla. Surprise, peut-être même un peu d'espoir, et dehors, à peine perceptible derrière le dernier souffle du vent, des sabots foulaient la boue, des voix basses, d'hommes sûrs d'avoir acculé leur proie. La tempête mourait, et avec elle, le couvert qui les avait protégés jusqu'ici. Le son des chevaux s'approchant se faufilait à travers les murs, comme un présage funeste. Everett bougea avec l'efficacité d'un homme qui avait survécu jusque-là en pensant toujours 3 coups à l'avance. Il attrapa sa carabine Winchester au-dessus de la cheminée et ouvrit la vieille armoire où il conservait encore quelques boîtes de cartouches. Mais quand il se retourna vers les femmes, il s'arrêta net. Naëla n'était plus la réfugiée épuisée et suppliante de tout à l'heure. Sa posture avait changé. Elle se tenait droite, presque royale, son regard plus tranchant que la lame qu'elle tenait maintenant dans sa main. Les autres femmes aussi avaient changé. Certaines sortaient des couteaux cachés sous leurs robes déchirées, d'autres se plaçaient dans la pièce avec la précision de combattantes aguerries. Everett cligna des yeux, la compréhension le frappant comme un coup de poing. « Vous n'êtes pas sans défense », souffla-t-il. Naëla soutint son regard et répondit d'une voix d'acier. « Nous ne l'avons jamais été, mais parfois il vaut mieux laisser les hommes croire ce qu'ils veulent. » Le capitaine Matthews est persuadé de traquer des femmes terrorisées, incapables de riposter. Il va bientôt découvrir qu'il se trompe. Dans un coin de la pièce, la plus jeune, celle qui portait le bébé, s'éclipsa vers l'arrière sans qu'on ait besoin de lui dire quoi que ce soit. 2 autres la suivirent. Everett comprit alors qu'il n'hébergeait pas de simples réfugiés, mais une troupe prête depuis des jours pour ce face-à-face. Il se tourna vers Naëla, la fixant droit dans les yeux. « Combien d'hommes avez-vous tués ?» demanda-t-il sans détour. Elle ne broncha pas. Assez pour savoir que les soldats de Matthews ne sont pas les premiers à sous-estimer des femmes apaches, et ils ne seront pas les derniers.
Mais ils seront les plus surpris. Dehors, les voix se faisaient plus claires. Des ordres glissaient dans la nuit, sous la pluie qui faiblissait enfin. Everett distingua au moins 6 voix distinctes, peut-être davantage. Des professionnels. Mais des professionnels qui n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient y trouver. « La cave !» proposa-t-il encore une fois. Mais Naëla secoua la tête. « Si nous courons, ils nous poursuivront éternellement. Si nous nous cachons, ils chercheront jusqu'à nous trouver. Mais si nous les arrêtons ici, cette nuit, la chasse prend fin. » Un frisson familier, glacé et électrisant à la fois, parcourut la colonne vertébrale d'Everett. Cela faisait 8 ans qu'il n'avait pas ressenti cette clarté avant la violence, ce moment où l'instinct efface tout, sauf ce qui doit être fait. Ces femmes n'étaient pas arrivées ici par hasard. Elles avaient choisi cette maison, cette nuit, ce terrain, parce qu'elles savaient exactement quel genre d'homme il avait été autrefois. « Que voulez-vous que je fasse ?» demanda-t-il. Naëla esquissa un sourire, aiguisé comme une lame. Le capitaine Matthews s'attend à trouver des femmes impuissantes, mais quand ces hommes verront un rancher blanc se battre aux côtés d'Apache, ils hésiteront, et cette hésitation leur coûtera la vie. Un cheval hennit tout près, des bottes s'écrasèrent dans la boue sous ses fenêtres. On les encerclait. Everett arma sa Winchester d'un geste sec, tandis que la voix douce d'Eleanor lui revenait en mémoire, lui murmurant que la gentillesse est ce qui nous sépare des bêtes. Mais parfois, songea-t-il, la gentillesse prend le visage de la violence quand elle est tout ce qui empêche le mal de gagner. Naëla se rapprocha encore, son souffle chaud sur sa joue. Une chose encore, quand ce sera terminé, si nous survivons, vous ne pourrez plus rester ici. La mort de Matthews attirera des questions, une enquête, ils viendront chercher des réponses. Everett hocha la tête. Il le savait depuis qu'il avait ouvert la porte. 8 ans de tranquillité s'étaient terminés ce soir. Peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être que certains hommes ne sont pas faits pour se cacher du monde à jamais. Dehors, la voix forte et arrogante de Matthews fendit l'air humide. « Je sais que vous êtes là-dedans. Sortez tout de suite, et ça ira vite. » Everett se posta à la fenêtre, Naëla et 3 de ses guerrières glissant dans les ombres de la pièce, invisibles dans la lumière mourante du feu. Les autres s'étaient faufilés à l'arrière, formant une deuxième ligne de défense. Ce n'était pas un groupe de réfugiés effrayés. C'était une escouade prête à frapper. « Rancher !» tonna la voix de Matthews. « Nous traquons des fugitives dangereuses. Ouvrez cette porte ou nous vous considérerons comme complices d'ennemis de l'armée des États-Unis. » Par les volets, Everett aperçut les silhouettes se déployer dans l'obscurité. Des soldats prenant position pour interdire toute fuite. Des tactiques militaires, mais basées sur de fausses suppositions. Il croyait piéger des proies inoffensives. Naëla apparut à ses côtés, si silencieuse qu'il ne l'avait pas entendue approcher. Elle murmura, désignant 2 hommes dans la nuit. « Celui près de l'étable, c'est le sergent Lewis. Il était là quand ils ont tué mon mari. Et celui près du puits, c'est le caporal Green. Il a retenu ma sœur pendant que Matthews, elle ne termina pas. Elle n'en avait pas besoin. » Everett sentit la même rage froide qu'il avait cru oublier remonter à la surface. Ces hommes n'étaient plus des soldats. C'étaient des prédateurs en uniforme. Et les prédateurs ne comprennent qu'un seul langage. « Comment voulez-vous procéder ?» demanda-t-il. Naëla se contenta d'un signe. Matthews passera par la porte principale. Il aime voir la peur dans les yeux de ses victimes. Ces hommes tenteront de contourner par l'arrière et les côtés, convaincus que nous sommes trop apeurés pour riposter. Elle lui tendit un petit miroir poli, brillant dans la lueur du feu. « Quand vous verrez le signal, prenez Matthews. Nous nous occupons des autres. » Il n'eut pas le temps de demander ce qu'elle comptait faire que déjà, un autre soldat dehors s'adressait à Matthews d'une voix hésitante. « Capitaine, peut-être qu'on devrait juste fouiller et partir. C'est peut-être juste un vieux rancher qui attend la fin de la tempête. » Le rire de Matthews résonna désagréable. « Soldats, ces traces mènent droit à cette porte. 10 femmes, blessées, pressées. Elles sont là-dedans, et avec elles, celui qui a eu la bêtise de les aider. On fait ça selon les règles. Mes règles. » Everett entendit les clics métalliques des fusils qu'on armait. Le moment était venu. Quoi qu'il arrive, il n'y avait plus de retour possible. La porte vola en éclats, Matthews la défonçant d'un coup de botte. Son fusil braqué, prêt à tirer. Mais il ne trouva pas de femmes apeurées. Seulement le canon de la Winchester d'Everett pointait droit sur lui. Un instant de confusion passa dans ses yeux. Ce n'était pas comme ça que cela devait se dérouler. Et cet instant suffit. Le miroir que tenait Naëla scintilla à la lumière, un signal. Et la tempête qui avait caché l'arrivée des soldats étouffa désormais les bruits de ce qui suivit. Le chuchotement des lames tranchant la chair.
les râles étouffés d'hommes qui moururent sans un cri. La justice, rendue par des mains qui avaient déjà trop souffert. Matthews comprit enfin. Il avait marché dans un piège. Mais il comprit trop tard. Avant qu'Everett n'appuie sur la détente, Naëla apparut derrière lui comme une ombre. « Ça, c'est pour ma sœur », murmura-t-elle à son oreille, en enfonçant sa lame dans ses côtes d'un geste précis. Le fusil de Matthews tomba dans la boue. Ses mains se crispèrent sur la blessure, mais Naëla n'avait pas fini. Elle voulait qu'il voie son visage dès qu'il sache qui avait mis fin à son règne. Et ça, pour toutes celles que tu croyais trop faibles pour se défendre. Matthews s'effondra. Mais à cet instant, un autre bruit monta dans la nuit. Des chevaux, encore, plus nombreux cette fois, et des voix, d'autres hommes approchaient. Naëla se redressa, son visage fermé. Dehors, des dizaines de torches dansaient dans l'obscurité. Matthews n'avait été que l'éclaireur. L'armée véritable venait d'arriver. Le fracas des sabots sur la boue fit vibrer les murs de la maison comme un avertissement. À travers la porte brisée, Everett vit des dizaines de flammes danser dans la nuit. Ce n'était plus une poignée d'hommes, c'était une force entière. Peut-être 20 cavaliers, peut-être plus, et chacun portait la même arrogance froide que Matthews, mais avec davantage de discipline. Naëla retira sa lame du corps de Matthews et essuya le sang sur sa jupe, le regard déjà tourné vers ses nouvelles torches. Autour d'elle, ces femmes émergeaient des ombres, leurs visages fermés, leurs yeux brillants de la même certitude que la sienne. Elle savait ce que cela signifiait. Elle l'avait toujours su. L'une d'elles, encore essoufflée, glissa à son oreille. 15 cavaliers, peut-être 20, ils ont entendu les tirs. Ils savent que quelque chose s'est mal passé. Everett sentit la pression familière d'un choix impossible s'abattre sur ses épaules. Combattre et mourir maintenant, ou se rendre et mourir plus lentement. Il observa ces femmes qui avaient transformé son sanctuaire en champ de bataille et comprit qu'il existait peut-être une troisième voie, celle d'un homme qui redevenait enfin celui qu'il avait été. « La tempête !» dit-il rapidement, se dirigeant vers la cuisine. Ces mots firent lever plusieurs sourcils. Naëla secoua la tête, déjà sur la défensive. « Nous ne pouvons pas fuir avec tant d'ennemis derrière nous. Ils nous pourchasseront à travers 3 territoires. »« Nous ne fuyons pas, » répondit Everett en ouvrant un vieux meuble dans la cuisine. À l'intérieur, soigneusement enveloppés dans des toiles huilées, dormaient les outils d'un autre homme. De la dynamite, des mèches, des capuchons d'amorçage. Tout ce qu'il avait utilisé des années plus tôt pour tailler des chemins à travers les montagnes pour le chemin de fer, et d'autres opérations qu'il ne préférait pas se remémorer. Ce ranch est construit sur une colline, expliqua-t-il en déroulant les mèches. Quand la pluie du printemps arrive, l'eau dévale naturellement des 2 côtés. Alors j'ai construit un barrage plus bas pour contrôler les crues. Naëla comprit avant même qu'il ne termine. Si on détruit le barrage ce soir, cette vallée sera noyée en quelques minutes. Everett hocha la tête, et tout homme pris là-dedans sera mort avant d'avoir compris. Naëla le fixa avec intensité. Mais cela détruira votre terre, votre maison. Everett laissa son regard errer sur le salon ravagé, sur la cheminée où Eleanor souriait encore dans un cadre terni par la fumée, sur le corps de Matthews gisant là, symbole de tout ce qu'il avait fui. Il inspira profondément. « Un foyer n'est pas un endroit, murmura-t-il. C'est un choix, et ce soir, je choisis de faire en sorte que vous voyiez le jour se lever. » Dehors, les soldats se regroupaient, des ordres fusaient, des hommes se mettaient en position pour encercler la maison. Quelqu'un avait déjà découvert le cadavre de Matthews. Et à ce moment-là, Everett sut qu'il ne s'arrêterait plus. La plus jeune des femmes apparut dans l'encadrement de la porte, tenant toujours son bébé blotti contre elle. Ses yeux sombres fixaient Everett comme si elle cherchait à deviner jusqu'où il serait capable d'aller. Et derrière elle, un cri perça la nuit. Pas celui de son enfant. Non, un autre, plus faible, tremblant. Un cri de nourrisson venu de l'extérieur, dehors, sous la pluie. Everett se figea, la dynamite soudain lourde dans ses mains. À travers l'ouverture de la porte, les flammes des torches illuminaient la boue où gisait le corps de Matthews. Et quelque part au-delà, un bébé pleurait. Naëla posa une main ferme sur son bras. « C'est peut-être un piège, » souffla-t-elle. « Ils savent comment manipuler. » Everett secoua la tête, le regard déjà fixé sur l'obscurité. « On ne peut pas feindre un cri comme ça, pas comme ça. » Et il comprit, au fond de lui, l'un des hommes de Matthews avait amené son propre enfant ici. Peut-être une camp-follower, une cuisinière ou une blanchisseuse, forcée de suivre ces hommes dans ce massacre. Et maintenant, cet enfant était pris entre 2 feux. Everett reposa lentement la dynamite.
On ne peut pas faire sauter le barrage, dit-il d'une voix sourde. Pas avec un bébé dehors. Une autre femme cracha entre ses dents. Alors nous sommes toutes mortes. Mon enfant vaut autant que le sien. Elle avait raison. Mais il y a des lignes que même la survie ne justifie pas de franchir. 8 ans plus tôt, il avait déjà franchi cette ligne. Et il ne voulait pas s'y perdre une seconde fois. Il y a une autre façon, dit-il enfin. Plus risquée, plus difficile. Mais elle laissait une chance. Nous les ferons croire que nous sommes piégés. Ils se relâcheront. Et quand ils penseront avoir gagné, on les prendra de vitesse. Naëla fronça les sourcils, attentive. Naëla se tourna vers Everett, ses yeux sombres étincelant d'un éclat d'espoir prudent. Des Marshall, souffla-t-elle, enfin. Les silhouettes approchèrent rapidement et Monroe, dehors, sentit le vent tourner. Sa voix rugit dans la nuit, mais cette fois, elle avait perdu son assurance. « Vous n'avez plus le choix, relâchez mon fils immédiatement et rendez-vous. » Everett sourit froidement. « Oh non, Monroe, c'est toi qui n'as plus le choix. » Dans la maison, la tension resta palpable. 2 des femmes apaches restaient blotties près de la cheminée, l'une tenant toujours le bébé, l'autre bandant la jambe blessée d'une troisième. Le sang avait coulé et le prix de la survie était déjà lourd. Mais il y avait là quelque chose d'inédit, une sensation que tout ce qu'elles avaient enduré ne serait pas vain. Dehors, la voix d'un marshal couvrit enfin le tumulte. « Colonel Monroe, ici le marshal fédéral Edwin Carrington, vous êtes relevé de votre commandement. Déposez les armes et rendez-vous avec vos hommes ou nous vous arrêtons tous. » Un silence de plomb retomba sur la vallée. Les soldats de Monroe se figèrent, hésitants. Dans l'obscurité, on percevait distinctement les bruits métalliques des fusils qu'on lâchait, des sabots qu'on immobilisait. Everett sortit enfin tenant le jeune lieutenant par le col, l'obligeant à le suivre. Monroe se tenait à quelques mètres à peine, figé, incapable de parler. Les Marshall, eux, avaient déjà pris position. Le jeune lieutenant se redressa malgré la lame toujours proche et leva la voix. « Je suis prêt à témoigner », lâcha-t-il d'une voix qui se brisa à la fin. « Mon père a couvert des massacres. Il a envoyé Matthews pour tuer des femmes et des enfants. J'en ai été témoin. » Le colonel Monroe blêmit, reculant d'un pas. Ses yeux se remplirent de haine pure, mais ses propres hommes commencèrent à échanger des regards. Personne n'osa lever son arme. Le marshal Carrington fit signe à ses hommes et ils entourèrent Monroe. « Prenez-le !» Les fers claquèrent autour des poignets du colonel et il fut conduit au milieu des torches, son prestige en lambeaux. Naëla sortit à son tour, tenant toujours sa lame, mais ses traits semblaient plus apaisés. Everett croisa son regard et y vit une lueur presque douce. Les femmes apaches, l'une après l'autre, quittèrent la maison en silence. Certaines tenaient encore leurs armes, d'autres soutenaient celles qui ne pouvaient plus marcher. Mais toutes portaient la tête haute. Elles s'éloignèrent lentement, se regroupant autour de Naëla comme autour d'une reine. Dans la lumière pâle de l'aube, le marécage qui avait été son jardin la nuit précédente ressemblait à un champ de ruines. La maison d'Everett était éventrée, le sol couvert de traces de sang et de boue. Et pourtant, pour la première fois depuis 8 ans, il ne se sentait plus prisonnier de cet endroit. Naëla vint se poster à côté de lui, ses yeux posés sur la ligne d'horizon. « Et maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Everett laissa son regard errer vers les chevaux que les Marshall ramenaient au pas. « Vous » demanda-t-il. Elle haussa légèrement les épaules. « Nous partons vers le nord, rejoindre des proches, reconstruire, loin d'ici. » Puis elle le fixa à son tour. « Et vous ? Vous n'avez plus rien ici. » Everett regarda le ciel se teinter de rose et de doré. « Le vieil homme qui vivait seul ici est mort cette nuit, murmura-t-il. Moi, je vais vers l'ouest. Là où quelqu'un aura besoin d'un homme qui sait bâtir et défendre. » Naëla esquissa enfin un vrai sourire. Le premier depuis qu'il l'avait rencontrée, la cuisinière, Mary, elle et son enfant ont besoin d'un protecteur jusqu'à Denver. Le chemin est long. Everett hocha la tête. Il avait compris. Avant de courir vers sa propre rédemption, il veillerait à ce que d'autres puissent atteindre la leur. Alors que les femmes apaches montaient à cheval pour filer vers le nord, Naëla tourna une dernière fois la tête vers lui, et leurs regards se croisèrent. Sans un mot, elle lui fit un signe de la main, un adieu, ou peut-être un remerciement. La maison d'Everett disparut peu à peu derrière eux, au milieu des flammes d'un soleil nouveau, et il sut que ce n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, car parfois, le choix le plus difficile n'est pas entre le bien et le mal, mais entre rester à l'abri et rester humain. Et ce matin-là,
Everett avait choisi d'être un homme. Le soleil s'était levé complètement à présent, jetant des éclats d'or sur la terre détrempée et les flaques de sang. Everett l'Anglais resta quelques instants seul sur son porche, regardant les silhouettes s'éloigner une à une. Les Apaches disparurent dans la lumière du matin, leurs robes et leurs cheveux sombres se fondant dans l'horizon. Et bientôt, les Marshall aussi repartirent, emmenant le colonel Monroe enchaîné, avec son fils à leur côté. Le garçon n'avait pas dit un mot en montant à cheval. Mais en passant devant Everett, il avait brièvement levé les yeux. Pas de haine, pas de défi, seulement un mélange étrange de honte et d'une gratitude qu'il n'osait pas exprimer. Quand tout fut redevenu silencieux, il ne resta plus que lui et la carcasse éventrée de la maison, l'endroit qu'il avait cru être une forteresse, et qui n'était finalement qu'une prison. Pendant 8 ans, il avait veillé sur ses murs comme un chien garde ses os. Et pourtant, jamais il ne s'était senti aussi vivant qu'en les voyant tomber cette nuit-là. Il retourna à l'intérieur, chacun de ses pas résonnant dans le vide. Le salon n'était plus qu'un champ de bataille, la table brisée, la cheminée noircissant encore un visage souriant d'Elénore accroché de travers au mur. Il s'arrêta devant le cadre, le redressa doucement et la contempla en silence. « Tu aurais eu raison comme toujours », murmura-t-il. « La gentillesse, ce n'est pas ce qu'on dit. C'est ce qu'on choisit de faire, même quand ça fait peur, même quand ça coûte cher. » Ses yeux glissèrent ensuite vers la cheminée où reposait encore, bien en évidence, la dynamite qu'il n'avait pas utilisée. Il enroula les bâtons dans la toile huilée et les rangea dans le meuble, refermant la porte d'un geste définitif. Non, il n'avait plus besoin de dynamiter quoi que ce soit, pas tant qu'il lui restait la possibilité d'agir autrement. Puis ses pensées revinrent vers Mary, la cuisinière, et son bébé. Il se souvenait encore de son visage effrayé, quand elle avait chuchoté dans l'obscurité. « Ne lui faites pas de mal, elle n'a rien fait. » Elle était partie vers le sud, seule avec sa fille dans les bras. Mais la route jusqu'à Denver était longue et dangereuse pour une femme sans escorte. Everett savait déjà ce qu'il devait faire. Il quitta la pièce, gravit les quelques marches grinçantes menant à sa chambre et tira sa vieille valise en cuir du fond d'un placard. Il y glissa quelques vêtements, ses outils, 2 boîtes de munitions et la Winchester soigneusement nettoyée. Ses gestes étaient mécaniques, sans hésitation, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. En descendant à nouveau, il croisa son propre reflet dans le miroir fissuré du vestibule. Il ne reconnut presque pas l'homme en face de lui. Plus maigre, plus dur, ses yeux plus vifs qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. Peut-être que l'homme brisé qu'il avait été s'était éteint avec la nuit, et que celui qui restait n'était plus tout à fait le même. Dehors, la lumière était douce, presque trompeuse. Le calme revenu sur la vallée masquait à peine les cicatrices de la bataille. Les chevaux des Marshall avaient laissé des ornières profondes dans la boue, et là où Matthews et ses hommes étaient tombés, la terre était plus sombre, gorgée de sang. Everett s'attarda un instant sur ses tâches. Il n'éprouvait ni remords, ni triomphe, juste un étrange soulagement, comme si la terre elle-même avait enfin reçu ce qu'elle réclamait depuis 8 ans. Il siffla pour appeler ses chevaux. Dans l'enclos, le plus jeune Palefroy hennit et se rapprocha de la barrière, curieux. Everett le scellait déjà quand un bruissement derrière lui le fit se retourner. Naëla. Elle s'était arrêtée à la lisière de la cour, son visage impassible comme toujours. Il ne l'avait pas entendue revenir. Elle tenait toujours son couteau à la ceinture, mais ses mains étaient ouvertes, détendues. « Je croyais que vous partiez vers le nord », dit-il doucement. Elle hocha la tête. « Nous partons. Mais je voulais vous dire merci. » Le mot sembla peser lourd dans sa bouche, comme si elle n'en avait pas l'habitude. Puis elle ajouta, après une courte pause, « Peu d'hommes ouvriraient leurs portes pour ce que nous étions hier soir, et encore moins se battraient à nos côtés. » Everett incline légèrement la tête. « Peu d'hommes sauraient ce que ça coûte, de ne pas se battre. » Elle sourit, presque imperceptiblement. « Et maintenant, vous partez ?» Il accrocha ses sacoches, resserra la selle et monta sur le dos du cheval. « Il y a une femme et un bébé sur la route pour Denver et des vautours tout le long du chemin. Je compte bien les accompagner jusqu'au bout. Après, je verrai bien. » Naëla baissa les yeux, ses doigts effleurant machinalement la poignée de son couteau. Puis, elle releva le regard et dit d'une voix étrangement douce, « Prenez soin d'elle, vous avez ce don, même si vous ne le voyez pas. » Elle recula d'un pas, et le vent emporta un pan de sa robe dans la lumière du matin. Elle leva une dernière fois la main en guise d'adieu. Il répondit par un simple hochement de tête, puis donna un coup de talon. Le cheval se mit en mouvement, et la silhouette de Naëla disparut derrière lui.
Sur le chemin qui descendait vers la rivière, Everett sentit la brise se lever, caressant son visage. Devant lui, la piste serpentait vers l'horizon, déjà sèche par endroits, encore boueuse ailleurs. Et pour la première fois depuis si longtemps, l'horizon ne lui faisait plus peur. Dans son esprit, la voix d'Elénor chuchotait encore « Parfois la plus grande force qu'on peut offrir au monde, c'est d'y revenir ». Et en écoutant la rivière murmurer à sa droite, il sourit. Car oui, il y reviendrait. Pas pour lui, mais pour celles et ceux qui n'avaient plus personne d'autre pour se battre à leur côté. La piste serpentait à travers les collines encore humides, bordées de maigres buissons dégoulinant d'eau et de quelques rochers que le soleil du matin réchauffait timidement. Le cheval d'Everett avançait d'un pas régulier, son souffle formant de petites volutes dans l'air frais. À chaque foulée, le cuir de la selle grinçait doucement, se mêlant au murmure du vent et au cri lointain d'un faucon. Il n'avait aucune peine à suivre les traces dans la boue, les empreintes de bottines légères, celles d'une femme, et les petits creux laissés par les pieds d'un enfant enveloppé dans des couvertures. Mary ne pouvait pas être bien loin. De temps en temps, il jetait un coup d'œil derrière lui, plus par réflexe que par crainte. Le colonel Monroe avait été arrêté, ses hommes dispersés ou neutralisés. Mais Everett savait ce que valaient les promesses des marshals. Il y aurait toujours un ou deux fidèles fanatiques prêts à finir le sale boulot. Et Mary, seule sur la route, serait une cible facile. Il accéléra un peu l'allure. Bientôt la rivière se rapprocha, ses flots gonflés par l'orage de la veille, charriant des branchages et des tourbillons de boue. À mesure qu'il descendait dans la vallée, la piste devenait plus escarpée et plus traîtresse. Par endroits, des pierres glissaient sous les sabots du cheval, et Everett dut descendre pour le guider. Ses bottes s'enfonçaient dans la gadoue, mais il ne ralentit pas. Après une longue heure, il la vit enfin. Elle était assise sur un tronc tombé, au bord du chemin, le bébé dans ses bras. Son visage paraissait pâle et ses yeux étaient fixés droit devant elle, comme si elle hésitait à continuer. Quand elle l'entendit approcher, elle sursauta et resserra l'enfant contre elle, prête à fuir. Mais en reconnaissant Everett, elle sembla se détendre légèrement. Juste assez pour ne pas tomber dans la panique. Il s'arrêta à quelques pas d'elle et descendit de cheval. « Mary !» Elle leva les yeux vers lui, surprise d'entendre son nom dans sa bouche. Il s'accroupit devant elle, cherchant son regard. « Je vais vous accompagner jusqu'à Denver !» dit-il simplement. Elle cligna des yeux, ses lèvres tremblant comme si elle cherchait quoi répondre. « Vous ne devriez pas Ils vont vous traquer pour avoir aidé ces femmes ?» Everett eut un sourire amer. Ça fait 8 ans qu'ils auraient dû me tuer, mais je suis toujours là. Je ne compte pas vous laisser finir seul ce qu'ils ont commencé. Le bébé gémit doucement, remuant dans ses couvertures. Mary le berça instinctivement, ses mains tremblant toujours. Elle murmura, presque pour elle-même. Je ne sais même plus pourquoi je suis monté dans cette fichue charrette. Matthews a dit juste un raid de routine. Je le croyais. Sa voix se brisa. Everett lui posa doucement la main sur l'épaule. Ils mentent. Ils ont toujours menti. Vous n'êtes pas responsable de ce qu'ils ont fait. Elle tourna enfin les yeux vers lui. Il y lut une peur profonde, mais aussi une force qu'elle-même ne semblait pas encore voir. Ils reprirent la route ensemble, Mary sur le cheval, tenant le bébé blotti contre elle, tandis qu'Everett marchait à côté, son fusil sur l'épaule. Chaque pas les rapprochait de Denver et les éloignait de la nuit précédente. Pendant la première heure, aucun d'eux ne parla, seuls les cris d'oiseaux et le bruit du vent dans les branches les accompagnaient. Puis Mary brisa enfin le silence. « Vous aviez une famille ?» Everett mit quelques secondes avant de répondre « Oui ». Le mot resta suspendu entre eux, chargé de ce qu'il n'avait pas besoin d'expliquer. Elle hocha lentement la tête comme si elle comprenait. Plus loin sur la piste, ils croisèrent une petite ferme abandonnée, ses volets claquant au vent. Everett s'y arrêta brièvement pour inspecter les alentours, ses yeux cherchant le moindre signe d'embuscade. Mais tout semblait tranquille. Il aida Mary à descendre pour se reposer quelques minutes. Elle posa le bébé sur ses genoux, et pour la première fois, Everett remarqua ses yeux d'un noir profond qui brillaient en le regardant. Ce petit être fragile n'avait aucune idée de la sauvagerie qu'il avait déjà traversée. Mary murmura doucement, en caressant la joue de l'enfant. « Elle s'appelle Anna. » Everett répéta le nom dans un souffle. « Anna, comme une promesse. » Il fouilla dans ses sacoches et en sortit un quignon de pain sec et un peu de viande salée. Mary refusa d'abord, mais il insista. Elle dévora en silence, remerciant d'un signe de tête. Quand ils reprirent la route, le ciel s'assombrissait déjà à l'ouest. Les nuages, lourds et menaçants,
semblait annoncer une nouvelle averse. Mais Everett n'avait pas l'intention de s'arrêter. Il devait mettre le plus de distance possible entre eux et la vallée avant la tombée de la nuit. Derrière eux, là-bas, il devinait presque encore la silhouette de son ranch. Les collines, la cheminée brisée, le porche vide. Il se demanda si quelqu'un viendrait un jour s'y installer à nouveau ou si la terre garderait à jamais la mémoire de cette nuit. Devant lui, la route ondulait vers l'inconnu. Mary et Anna, leur vie à protéger. Et peut-être pour lui, la première vraie raison de marcher depuis si longtemps. Le ciel s'assombrit rapidement et des gouttes lourdes commencèrent à tomber alors qu'ils atteignaient une portion de route encaissée entre deux collines. La pluie trempait les cheveux de Mary, mais elle continuait de chevaucher en silence, le bébé bien blotti contre elle. Everett gardait un œil sur elle et un autre sur les environs, le fusil dans une main et la mèche froide du vent sur la joue. Il savait pertinemment qu'il n'était pas encore hors de danger, pas tant qu'il n'aurait pas atteint la sécurité de Denver, et même là, la sécurité était un mot fragile. Quand ils parvinrent à un bosquet de sapins plus dense, il leva la main et arrêta le cheval d'un geste brusque. Mary se raidit, instinctivement inquiète. « Qu'est-ce qu'il y a ?» murmura-t-elle. Everett ne répondit pas tout de suite. Il tendit l'oreille, scrutant la forêt sombre autour d'eux. Le bruissement des aiguillets de pin et autre chose, un craquement à peine audible, trop lourd pour être un animal. Il fit signe à Mary de descendre. Elle s'exécuta en silence, resserrant Anna contre elle. Il l'entraîna derrière un tronc tombé, où il pourrait se cacher sous un rideau de branches basses. Quelques instants plus tard, deux silhouettes à cheval émergèrent du sentier derrière eux. Des hommes, sans aucun doute. Everett distingua les insignes militaires sur leurs manteaux, des restes de la troupe de Monroe. Ils passèrent lentement, parlant bas entre eux, scrutant la boue à la recherche de traces. L'un d'eux descendit, même brièvement, pour examiner une empreinte de sabot. Everett se tendit, prêt à lever son arme. Mais après un moment d'hésitation, les deux hommes remontèrent en selle et continuèrent leur chemin s'éloignant dans la forêt. Il attendit encore de longues minutes jusqu'à ce que le bruit des chevaux disparaisse complètement. Puis seulement, il se redressa et tendit la main à Mary pour l'aider à se relever. Elle tremblait légèrement, mais ses yeux noirs étaient déterminés. « Ils reviendront ?» demanda-t-elle à voix basse. Everett hocha la tête. « Probablement, mais pas tout de suite. Ils doivent encore croire qu'on est plus loin. On a quelques heures d'avance, si on les utilise bien. » Il remit Mary en selle et reprit la marche, resserrant le pas malgré la pluie qui transformait la piste en un véritable bourbier. La fatigue commençait à se lire sur les traits de Mary, mais elle ne se plaignait pas. Elle avançait, encore et encore, comme si la survie de Anna suffisait à la tenir droite. Au crépuscule, ils atteignirent un abri de fortune, une vieille cabane de trappeurs laissée à l'abandon. Everett poussa la porte, vérifia l'intérieur et fit entrer Mary et la petite. Un feu fut vite allumé dans l'âtre noirci et la chaleur s'installa progressivement. Assis face aux flammes, Mary regardait Anna dormir sur ses genoux. Elle leva finalement les yeux vers Everett, ses traits adoucis par la fatigue et le soulagement. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-elle doucement. « Vous ne me connaissez pas. Vous ne nous devez rien. » Everett resta silencieux quelques secondes, son regard perdu dans le feu. Puis mais d'une voix grave, « Parce que je ne supporte plus de me réveiller chaque matin. » en sachant que je n'ai rien fait quand il le fallait. Elle le contempla longuement, puis baissa la tête en silence, les lèvres serrées. Peut-être que cette réponse lui suffisait, peut-être aussi qu'elle comprenait mieux que lui-même ce qu'il voulait dire. Dans la nuit, alors que la pluie continuait de tomber, Everett resta éveillé, veillant au coin du feu, son fusil posé en travers de ses genoux. Mary s'était endormie, Anna contre elle, un souffle paisible s'échappait de leurs lèvres. Et lui fixait la porte, prêt à se battre à nouveau, à mourir s'il le fallait, mais surtout prêt à ne plus jamais détourner le regard. L'aube grise filtrait à peine à travers les planches disjointes de la vieille cabane. Une odeur de pluie et de bois humide imprégnait l'air. Everett n'avait pas dormi. Il avait veillé toute la nuit, assis près de la porte, la Winchester sur les genoux. À l'extérieur, la forêt bruissait des premiers chants d'oiseaux, mais pour lui, rien n'avait vraiment changé. Chaque craquement d'écorce, chaque souffle du vent pouvait encore annoncer la mort. Il se leva doucement, fit quelques pas et jeta un œil dehors. La pluie avait cessé et le ciel laissait deviner un pâle soleil derrière les nuages. Il y avait de la boue partout, mais la piste semblait praticable. S'ils partaient maintenant, ils pourraient gagner plusieurs heures sur leur poursuivant et peut-être atteindre la grande route avant la nuit.
Là, ils seraient en terrain plus sûr. Mary dormait encore, la tête appuyée contre le mur, Hannah serrée contre elle. La petite gigotait par moments, ses minuscules doigts attrapant les mèches brunes de sa mère. Un instant, Everett les observa. Il se demanda si Eleanor avait eu le même geste quand elle berçait leur fille. Une image douloureuse mais étrangement apaisante à la fois. Il revint vers elle et posa une main légère sur l'épaule de Mary. Elle sursauta, ouvrit des yeux noirs pleins de fatigue et de prudence, avant de se détendre en le voyant. « Il faut y aller », murmura-t-il. Elle hocha la tête, resserra ses bras autour de Hannah et se mit debout. En quelques minutes, ils étaient dehors, la cabane déjà loin derrière eux. Le cheval que Everett avait attaché à un pin hennit doucement en les voyant approcher. Il aida Mary à remonter en selle, puis reprit la route à pied, la main posée sur le cuir humide de la bride. Les heures s'écoulèrent ainsi, au rythme des sabots et des pas dans la boue. La forêt céda la place à des collines plus ouvertes. Des clôtures apparurent, puis quelques fermes isolées. La civilisation fragile mais présente. Chaque borne les rapprochait de Denver et d'une chance d'échapper enfin à la traque. Ils firent halte à midi dans une clairière abritée. Everett sortit un bout de pain sec et le tendit à Mary, qui le prit en silence. Hannah gazouillait doucement, indifférente à la peur et à la fatigue qui rongeaient les deux adultes. Everett ne put s'empêcher de sourire en voyant la petite fixer le ciel comme si elle y cherchait déjà des réponses. « Elle est courageuse ?» dit-il presque malgré lui. Mary leva un regard surpris, puis un faible sourire vint éclairer ses traits. Elle n'a pas eu le choix. Everett hocha la tête. Comme eux tous, pensa-t-il, personne n'avait jamais le choix. Ils repartirent de vite, car déjà à l'horizon, des silhouettes semblaient bouger sur une crête. Peut-être rien, mais peut-être eux. Everett pressa le pas. En fin d'après-midi, la piste se fit plus large et mieux entretenue. Des traces de roues fraîches marquaient la terre, signe que des chariots étaient passés récemment. Enfin, ils approchaient d'un axe fréquenté, un lieu où l'anonymat pourrait les protéger. Mais c'est là que le piège se referma. Alors qu'ils débouchaient dans une gorge étroite, deux hommes surgirent derrière eux, armes pointées. D'autres apparurent sur la crête au-dessus. 4, 5, peut-être plus. Tous en uniforme, tous avec ce même regard dur qui ne laissait aucun doute sur leurs intentions. Mary étouffa un cri et serra Hannah contre elle. Everett leva calmement les mains, ses yeux fixant celui qui semblait diriger le groupe. Un sergent aux moustaches blondes tenant son revolver sans trembler. « Vous ne pensiez pas que ça se finirait comme ça, pas vrai ?» cracha le sergent, un sourire mauvais aux lèvres. Everett ne répondit pas, son esprit déjà en train de calculer, d'évaluer le terrain, les chances, les distances. Il compta mentalement 1, 2, 3 sur la crête, 2 dans la gorge, et Mary, vulnérable, le bébé dans les bras. Le sergent fit un pas vers eux, toujours ce sourire cruel au visage. Le colonel Monroe n'a peut-être plus d'uniforme, mais ces hommes n'oublient pas ce qu'on leur doit. Ce soir, on règle les comptes. Everett baissa lentement ses mains, mais ses yeux se durcirent. Il y avait encore une chance, mince, douloureuse, mais une chance. Dans son dos, il murmura à Mary, si bas qu'elle seule pouvait l'entendre. « Quand je bouge, tu cours, vers les rochers, à droite. Ne te retourne pas, ne t'arrête pas. » Elle resta figée un instant, la peur lui gelant les veines. Mais quand elle vit la lueur d'acier dans les yeux d'Everett, elle hocha presque imperceptiblement la tête. Le sergent leva son arme, prêt à abattre Everett d'une balle dans la poitrine. Mais il n'eut pas le temps d'appuyer sur la détente. Everett bougea. Le mouvement d'Everett fut si rapide qu'aucun des hommes ne le vit venir. Il se jeta de côté, roulant dans la boue tandis que le coup de feu du sergent éclata dans un éclair et manqua sa cible d'un cheveu. Mary, elle, bondit comme il le lui avait dit, serrant Hannah contre elle, courant droit vers l'amas de rochers sur la droite. Ses jupes déchiraient la boue, son souffle court, mais elle ne s'arrêta pas. La confusion gagna les hommes sur la crête. Un d'eux tira dans la direction d'Everett, mais ne fit qu'éclater un éclat de pierre. Un autre braqua son fusil sur Mary. Mais avant qu'il ne tire, Everett, déjà à genoux dans la boue, épaula sa Winchester et fit feu. La détonation claqua comme la fin d'une prière. L'homme sur la crête s'écroula en arrière dans un cri étranglé. Le sergent hurla des ordres, mais ses hommes hésitaient déjà, désorganisés par l'éclat soudain de la riposte. Everett en profita. Il roula encore, changea d'angle et tira une deuxième fois. Une autre silhouette s'affaissa, sa carabine tombant dans la poussière. Mary atteignit les rochers et se plaqua contre la pierre, protégeant Hannah de son corps.
Elle osa un regard derrière elle et vit Everett, seul, debout dans la gorge, son fusil crachant la justice à chaque tir. La pluie avait repris, froide et drue, détrempant ses cheveux et sa chemise, mais il n'en avait cure. Les hommes sur la crête ripostèrent enfin, leurs balles sifflant dans la gorge. Everett plongea derrière un amas de pierres, rechargeant d'une main rapide. Il sentait son cœur battre comme un tambour, ses muscles tendus à l'extrême. C'était la guerre, encore, la même rage glaciale qu'autrefois, celle qui ne laissait plus place au doute ni au regret. Le sergent tenta de contourner, gueulant toujours « Abattez-le, bon sang, tuez-le et ramenez la femme !» Mais ces hommes étaient désormais hésitants. Chacun voyait bien que ce rancher maigrichon n'était pas une proie facile. Chacun devinait, en le voyant bouger et viser avec une précision mortelle, qu'il n'avait rien perdu de ce qu'il avait été. Everett se redressa à nouveau et fit feu, touchant le sergent à l'épaule. Ce dernier hurla et lâcha son revolver, trébuchant en arrière. La panique gagna ses hommes. 2 d'entre eux reculèrent, glissant sur la crête détrempée, se dispersant dans la forêt. Il n'en restait plus que 2 encore décidés à se battre. Everett se plaça à découvert, un genou dans la boue, et les fixa droit dans les yeux. Ses traits n'étaient plus ceux d'un vieil homme las, mais d'un prédateur prêt à défendre les siens. La pluie ruisselait sur sa joue, dans ses cheveux, sur le bois noirci de la Winchester. Il fit signe aux 2 derniers. « Rentrez chez vous » lança-t-il, sa voix résonnant dans la gorge. « Rentrez, tant que vous le pouvez encore. » Les 2 soldats échangèrent un regard. Puis, comme pris d'un même élan, ils reculèrent lentement, avant de tourner les talons et disparaître dans les bois. Le silence revint, pesant. Everett resta immobile quelques instants, son fusil toujours levé, surveillant la crête. Puis enfin, il abaissa l'arme, reprenant son souffle. La pluie tombait plus fort maintenant, effaçant déjà les traces de sang dans la boue. Mary sortit de derrière son abri, tremblante, les yeux écarquillés. Elle courut vers lui, Anna toujours blottie contre sa poitrine. Elle le rejoignit, les lèvres tremblant, ses doigts s'agrippant à son bras. « Vous les avez... » »« Non, » coupa-t-il d'une voix calme. « Je les ai laissés partir. Ils n'oseront plus. » Elle le fixa longuement, puis baissa les yeux sur Anna, dont le visage paisible semblait inconscient de la violence qui venait de se déchaîner. Everett remit lentement son fusil en bandoulière et posa la main sur l'épaule de Mary. « Venez, on doit atteindre la route avant la nuit. » Elle hocha la tête, incapable de trouver ses mots, et ils repartirent, pas après pas, leurs silhouettes s'éloignant sous la pluie vers ce qu'ils espéraient être la fin de leur cauchemar. Et dans la gorge silencieuse qu'ils laissaient derrière eux, la pluie effaçait déjà les cicatrices de la bataille. Le reste de la journée fut une longue marche silencieuse, rythmée par le bruit des sabots et des bottes dans la boue. Mary n'avait pas lâché Anna d'une seconde, mais ses épaules semblaient moins tendues maintenant. À chaque pas, la pluie s'allégeait et la lumière, filtrant à travers les nuages, prenait des teintes plus chaudes. Denver n'était plus très loin. On le sentait dans l'air, dans la manière dont la route se faisait plus fréquentée, bordée parfois de clôtures, parfois de champs travaillés. Enfin, alors que le ciel commençait à rosir d'un crépuscule timide, ils atteignirent un petit relais. Une bâtisse en bois clair, avec des lanternes suspendues sous le porche et 2 chariots bâchés arrêtés devant. Quelques silhouettes entraient et sortaient des voyageurs, des ouvriers, une femme à tablier tenant un plateau. La vie, simple, ordinaire. Mary s'arrêta, regardant la scène comme si elle n'était plus tout à fait certaine d'y avoir encore sa place. Everett posa la main sur la croupe du cheval pour le ralentir, puis se tourna vers elle. « On peut s'arrêter ici pour la nuit », dit-il calmement. « Vous pourrez envoyer un télégramme à vos proches demain matin. Ils viendront vous chercher. » Elle acquiesça faiblement, ses yeux sombres fixant encore les lanternes, comme fascinée par la normalité de ce lieu après tant de violence. Ils descendirent du cheval. Everett aida Mary à tenir Anna et à grimper les 3 marches du porche. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur de soupe les enveloppèrent aussitôt. Quelques hommes discutaient à une table, des rires discrets montaient d'un coin, et une femme derrière le comptoir les accueillit d'un sourire fatigué. « Une chambre ?» demanda-t-elle. Everett hocha la tête. « Pour la dame et l'enfant. Et un coin pour moi dans l'écurie suffira. » Mary tourna la tête vers lui, surprise. Il croisa son regard et dit doucement « Vous devez vous reposer, vraiment. » Elle baissa les yeux, presque gênée, mais elle ne protesta pas. La femme leur remit une clé, et Everett accompagna Mary jusqu'à l'escalier. Devant la porte de la chambre, il s'arrêta et posa une main sur son épaule. «
Demain, je vous accompagnerai à la gare. Quand vous serez dans le train pour Denver, ma part sera faite. » Elle le fixa longuement, les yeux brillants d'émotion contenue. Puis elle murmura seulement « Merci ». Le mot resta suspendu, fragile mais chargé de tout ce qu'elle ne savait pas dire. Everett hocha la tête puis descendit, sans ajouter un mot. Dans la cour sombre de l'écurie, il s'assit sur une botte de foin, son fusil calé contre le mur, et laissa enfin ses muscles se relâcher. Il écouta la pluie tomber faiblement sur le toit, le vent qui sifflait entre les planches, et dans le silence revenu, il sentit une chose étrange et familière revenir hanter sa poitrine. Pas de colère, pas de douleur, juste le calme. Peut-être que la rédemption ne ressemblait pas à ce qu'il avait cru. Peut-être qu'elle se construisait pas à pas, dans des petits gestes invisibles. Quand il ferma les yeux, l'image d'Elénor et de leur fille lui vint. Il les vit sourire, non plus comme des fantômes douloureux, mais comme un souvenir qu'il pouvait enfin garder sans honte. Cette nuit-là, pour la première fois depuis 8 ans, il dormit sans cauchemar. Le matin se leva sur un ciel dégagé d'un bleu tendre strié de nuages blancs. Dans la cour du relais, l'air avait cette fraîcheur pure des premières heures et la boue de la veille avait séché en une croûte craquelée. Everett se tenait déjà dehors, sa valise posée à ses pieds et son fusil sur l'épaule. Il avait nourri le cheval, serré ses sangles et vérifié chaque boucle de cuir. Ses gestes avaient été précis, méthodiques, comme pour calmer la légère tension qui lui nouait encore la poitrine. Mary descendit du porche, Anna endormie contre elle, son visage encore marqué par la fatigue mais illuminé par une sorte de sérénité nouvelle. Elle portait une robe propre, sans la boue de la veille, et son regard était plus assuré. Elle s'arrêta à quelques pas d'Everett, hésitant à rompre le silence. Puis elle murmura « Vous pourriez venir avec nous. Jusqu'à Denver, il ne vous trouverait pas là-bas. » Il tourna la tête vers elle, la fixa un instant et esquissa un mince sourire. « Je vous accompagnerai jusqu'à la gare comme promis, mais après, vous n'aurez plus besoin de moi. » Mary baissa les yeux. Il y avait dans sa voix une résolution qui ne souffrait pas la contradiction. Alors elle se contenta d'hocher la tête, resserrant un peu plus Anna contre elle. La route vers la gare n'était plus longue, une demi-journée à peine. Et pourtant, Everett eut la sensation qu'elle s'étirait à l'infini. Chaque virage de la piste lui rappelait un peu plus que cette partie de son voyage touchait à sa fin. Dans sa tête, il repassait encore et encore les images de la nuit précédente. Le sang dans la boue, les visages des hommes tombés, le cri étouffé d'Anna sous la pluie, et surtout, le regard de Naëla juste avant qu'elle ne disparaisse dans la nuit avec les siens. Arrivée à la petite gare poussiéreuse, Mary descendit du cheval sans dire un mot. Elle se tourna vers lui une dernière fois, ses yeux sombres brillant à la lumière du matin. « Je ne sais pas comment vous remercier », souffla-t-elle. Everett resta silencieux quelques secondes, puis murmura « Élevez-la bien. Montrez-lui qu'on peut choisir d'être meilleur que ceux qui nous ont blessés. » Mary sentit sa gorge se serrer. Elle hocha la tête avec gravité et monta dans le train, Anna blottie contre elle. Juste avant que la locomotive ne s'ébranle, elle se pencha à la fenêtre et lança à Everett un dernier regard, un sourire timide. Et puis, elle disparut dans la vapeur blanche et le grondement métallique. Le silence retomba sur le quai. Everett resta là, immobile, fixant la voie qui s'étirait vers l'horizon. Une partie de lui aurait voulu monter dans ce train, oublier tout le reste et recommencer à zéro. Mais il savait que ce n'était pas son chemin, pas encore. Il reprit son sac, ajusta son chapeau sur sa tête et tourna le dos au rail, vers l'ouest, vers l'inconnu, vers tout ce qu'il avait encore à faire. Alors qu'il s'éloignait, une brise tiède se leva, soulevant la poussière autour de ses bottes. Dans son esprit, la voix d'Elénor résonnait encore, douce et ferme à la fois. Parfois, la plus grande preuve de vie, c'est de ne plus avoir peur de marcher vers ce qui vient. Et pour la première fois depuis des années, Everett sourit franchement. Les collines à l'ouest se dessinaient dans la lumière dorée de la fin d'après-midi, leurs ombres s'allongeant comme des doigts sur la plaine. Everett marchait seul désormais, son sac en travers de l'épaule et son fusil balançant doucement à son flanc. Chaque pas le portait un peu plus loin de ce qu'il avait été, et un peu plus près de ce qu'il devait devenir. Le vent soulevait la poussière sur la piste et jouait avec la bride vide de son cheval, qu'il avait relâché à la gare. Il ne voulait plus se presser, il n'avait plus à fuir. Sur le chemin, il croisa une diligence arrêtée, ses passagers occupés à réparer une roue. Les regards des hommes le suivirent, méfiants d'abord, puis empreints d'une forme de respect muet lorsqu'ils virent son pas assuré
et ses traits durs. Les femmes, elles, lui adressèrent des sourires timides, comme si elles reconnaissaient en lui cet éclat particulier que seuls portent ceux qui ont affronté la nuit et choisi la lumière. Everett s'arrêta plus loin sur une crête surplombant une vallée paisible et contempla le soleil couchant. Là-bas, au loin, on devinait des bourgades, des fermes, des chemins de traverse, des vies en devenir. Et quelque part, il le sentait, Mary et Anna allaient rejoindre leur famille. Peut-être grandiraient-elles dans une maison propre, avec un jardin et des soirs calmes. Peut-être jamais elles ne sauraient le nom de celui qui avait choisi de rester debout entre elles et la noirceur du monde. Mais ça n'avait pas d'importance. Naëla aussi reviendrait sur la terre de ses ancêtres. Elle reconstruirait avec les survivantes, redresserait ce qu'on avait voulu briser. Il savait qu'elle n'avait pas besoin de lui pour ça. Elle avait cette force en elle, indomptable. Il s'assit sur un rocher et regarda le ciel se parer de rouge et d'or. Dans le silence revenu, il entendit de nouveau la voix d'Elanor. Pas un murmure douloureux cette fois, mais un souffle léger, presque amusé. « Alors, vieux fou, tu as fini par écouter ton cœur après tout ?» Everett ferma les yeux et laissa ce sourire franc, rare, étirer ses lèvres. Oui, il avait fini par comprendre que la solitude n'était pas une armure, que la peur n'était pas une excuse, que la justice commençait par un geste, un choix. Un cavalier passa derrière lui, lançant un salut bref en le croisant. Everett le lui rendit d'un signe de tête, puis lentement il se remit debout, épousseta son pantalon et remit son chapeau. Devant lui, la piste s'ouvrait, immense et sans fin, et il comprit que ce soir n'était pas la fin d'une histoire, mais le début d'une autre, celle d'un homme qui avait cessé de fuir, qui avait décidé de vivre de nouveau. Dans les années qui suivirent, des voyageurs jurèrent avoir croisé un rancher solitaire à la démarche décidée. On disait qu'il apparaissait là où il fallait, toujours à temps pour aider ceux que personne d'autre ne voulait défendre. On racontait qu'il avait été un jour le seul à tenir tête à une compagnie entière d'hommes armés, et qu'il avait survécu. Mais lui, Everett l'Anglais, ne se voyait pas comme un héros, juste comme un homme qui avait appris que parfois, rester humain était la plus difficile, mais la plus noble des batailles. Et dans la lumière mourante du crépuscule, il avança, seul mais apaisé, vers l'horizon, vers ce qui viendrait. Et derrière lui, dans la poussière de ses pas, la promesse silencieuse d'une justice rendue et d'un homme debout,